Le 333e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici ça parle de vélo, ici ça parle de cyclisme. Le Coup Tordu, podcast, média alternatif qui parle de cyclisme. Alors je dis tout le temps le podcast des passionnés pour les passionnés, mais il y a Greg qui m'a envoyé un petit message ce matin sur les réseaux sociaux, très très sympa. Il m'a dit que c'était pas forcément un immense passionné de vélo, mais qu'il adorait venir écouter le Coup Tordu justement pour mieux analyser, pour mieux comprendre les techniques, les stratégies des coureurs, parce que c'est ce qu'on aime faire avant tout dans le Coup Tordu, c'est analyser les courses, essayer de comprendre les stratégies des équipes, ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière. Donc voilà, le Coup Tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés et pour les futurs passionnés, parce qu'on est là pour essayer de vous contaminer notre passion. Et on se retrouve donc pour l'analyse de la 14e étape du Tour de France 2025 qui va envoyer les coureurs du côté de Luchon Super Bagnères. Et pour cette preview, le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut alias Latib. En forme, mon Thibaut? En forme pour parler du cyclisme ou ce qu'on appelle le sport de Tadej Pogačar. Alors justement, il y a beaucoup de choses qui remontent. C'était un petit peu c'était pas la première question que j'allais te poser, mais vu que tu enchaînes là-dessus, on va y aller. Thibaut, alors je vois des messages, même des auditeurs du podcast Le Coup Tordu. Pourtant, on vous avait prévenu. Écoutez bien la grande preview qu'on avait faite avec Enzo et avec toi, Thibaut. Tout ce qui se passe là, c'est en même temps, c'est pas un exploit non plus, mais enfin tout le monde n'était pas non plus forcément sur ce discours-là. Mais tout ce qui se passe là, c'est exactement ce qu'on vous a dit avant le Tour de France. Un Tour de France où Poggi allait littéralement humilier tout le monde, où il n'y aurait absolument zéro suspense. Toi Thibaut, tu le voyais gagner peut-être 7 à 8 étapes, t'en avais même parlé, t'en parles depuis bien longtemps. Donc tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on a expliqué pour l'instant. Mais alors toi Thibaut, personnellement, à titre perso, est-ce que tu es déçu? Déçu de ce que tu vois là du Tour de France, est-ce que tu es déçu? Est-ce qu'on peut être déçu de l'inattendu qui allait nous décevoir? C'est ça. Non, après, moi j'ai été agréablement surpris de la combativité de Mathieu Van Der Poel à Châteauroux face à un peloton qui lui visiblement était résigné. J'ai été agréablement surpris l'autre jour sur probablement pour le moment la meilleure étape de ce Tour de France, à savoir l'étape de Toulouse. Pour le coup, j'ai quand même vu de belles choses et j'arrive à me régaler ailleurs que dans les dominations outrageantes de Tadej Pogačar qui étaient plus que prévisibles. Exactement, non mais c'est exactement ça, moi je suis entièrement raccord avec toi. À partir du moment où on ne s'attend à rien, comment on peut être déçu? Voilà, je veux dire, quand on est prévenu, demande à Douy. À qui? À Douy. C'est qui ça? Douy? C'est un personnage dans Malcolm. Douy. J'ai pas la ref. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah voilà, d'accord, ok. Alors j'ai pas la ref, mais voilà, mais il y a que lui qui s'attendait à rien et qui. C'est parce que t'es un boomer. D'accord. C'est pour ça. Ok. Ouais, non, là je suis à côté du truc. Thibaut, on va aussi dire un petit mot. Alors là, voilà, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que on fait pas n'importe quoi. Quand on met de l'argent, on fait du management de bankroll. Il y a plein de jeux de fantasy qui explosent à droite à gauche. Nous on joue sur Side Limit, mais vous pouvez jouer sur d'autres jeux. Il y a le jeu de fantasy de vélo futé aussi qui est super. On fait un big up à Titouan et à toute la team. On rappelle que tu fais également tes previews écrites sur Vélo Futé. Mais voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'actualité des paris sportifs. On va parler un petit peu politique rapidement dans le Coup Tordu. Vous êtes tous au courant. La France doit économiser 40 milliards. François Bayrou fait des économies. Là, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il nous parle là, Vincent du Coup Tordu? Il raconte n'importe quoi. Eh bien non, parce que le monde des paris est concerné. On en avait déjà parlé il y a quelques mois dans le Coup Tordu, parce qu'on voyait toutes ces histoires un petit peu pointer le bout du nez. Thibaut, est-ce que tu as écouté la dernière émission, le dernier podcast de notre ami Dorado, alias le Dorado Show? Malheureusement, tu m'en as parlé hier et je vais pas dire que j'ai pas eu le temps, puisque le temps ne nous appartient pas. Le temps, on le prend. Donc, je vais te dire que je n'ai pas pris le temps de l'écouter. Et du coup, c'est du temps que j'ai pris sur mon sommeil. Bon, alors moi j'ai écouté ce matin. Alors pour ceux qui connaissent pas Dorado, c'est parieur professionnel. Je crois qu'il vit plus en France. Il fait énormément de contenu, notamment son Dorado Show, qui est un vidéocast que vous retrouvez sur YouTube, où il parle beaucoup de l'actualité des paris sportifs. Il est plutôt spécialisé il est même spécialisé dans le basket. C'est son truc. Il a toujours des avis tranchés. Il défend le monde des paris sportifs. Il est pas dans la démagogie. Moi j'adore
Dorado. Voilà, je suis assez fan de son contenu et de ses émissions. Donc en gros, allez mater. Je vais pas complètement retranscrire l'intégralité de son propos parce que je serai pas forcément exact ou précis. Donc allez vous faire votre idée par vous-même. Allez sur le Dorado Show. Donc il a fait toute une analyse parce que dans le volet donc des 40 milliards d'économies de François Bayrou, le monde des paris sportifs est concerné. Donc si je retiens 2 points, pour moi les 2 points principaux, le premier c'est que les sites de paris sportifs vont être davantage taxés. Ça c'est la première chose. Il recopie un petit peu le modèle qui existe aux États-Unis. Je savais pas qu'aux États-Unis les paris sportifs étaient désormais ultra méga taxés. Donc première chose, surtaxation des sites de paris sportifs, donc ce qui va entraîner à court terme ou à moyen terme une baisse des cotes. Et deuxième chose, on vous en avait parlé il y a quelques mois dans le coup tordu, alors c'est déjà très dur de gagner dans les paris sportifs, mais si en plus vous réussissez à être gagnant malgré les baisses de cotes, là en plus l'État vient vous prendre des impôts sur vos gains. Donc autrement dit, pour moi, c'est clair, net et catégorique. Si ça se concrétise de manière claire, nette et précise, pour moi, ça ne sert plus à rien de jouer. Je ne serai jamais dans les 50% de parieurs qui jouent pour l'adrénaline ou qui jouent pour vibrer. Pour moi, si on ne joue pas pour gagner, ça n'a absolument aucun sens. Donc le coup tordu continuera, encore une fois, le fantasy, les previews, les interviews des coureurs, c'est ce qu'on adore faire encore plus que les previews, mais moi j'exclus pas de me retirer définitivement des paris sportifs s'il n'y a pas d'espérance de gain à long terme. Si c'est pas possible, pour moi ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu, Thibaut, de tout ça? Ouais, écoute, c'est dans la lignée de ce que l'État est en train de montrer depuis des années, taxer, et taxer parfois injustement. On te ponctionne déjà sur ton salaire pour ensuite, quand tu vas dépenser le moindre sou, te taxer aussi à travers un impôt qui lui va être indirect, à savoir la TVA. Bon, écoute, c'est dans la continuité du bordel. On va chercher le moindre sou partout, même quand visiblement tu as payé avant. Les frères qui rappent, les frères qui rappent tout. T'as la ref ou pas? Non. Là, par contre, c'est moi qui suis. Les inconnus. Frère. Je l'avais plus celle-ci. D'accord. Mais alors maintenant Dorado, il donne quand même quelques angles un petit peu de sortie de crise. Et moi, surtout, la chose qui est intéressante, parce que là, pour moi, si vous voulez, dans ce bateau-là, tout le monde va se retrouver un petit peu dans le même bateau, que ce soit les bookmakers, les parieurs. On va même élargir un petit peu le truc aussi à l'industrie des paris hippiques, parce que ils sont aussi sur la législation des jeux d'argent. Et la filière hippique, alors moi je m'intéresse pas du tout à ça, c'est vraiment un milieu que je regarde, mais alors de loin, de très très loin. Après je respecte, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais qu'il y a un auditeur du coup tordu, je crois, qui est journaliste dans le Sud-Ouest, qui m'a déjà envoyé un message il y a quelques mois, je sais pas s'il est encore auditeur du podcast, qui lui justement est un petit peu sur ces sur ces deux sphères, à la fois le pari hippique et aussi un petit peu les paris sportifs, et il s'intéresse beaucoup au vélo, et donc voilà, ça pourrait aussi un petit peu plomber potentiellement, parce que la filière des paris hippiques, en gros, c'est les paris hippiques qui financent la filière hippique quasiment intégralement. Si je dis des conneries, rectifiez-moi. Donc, ce que disait Dorado, ça serait bien qu'il y ait un syndicat des parieurs. Parce que c'est comme tout, l'enjeu il est politique, et si à un moment donné il y a un syndicat des parieurs avec plusieurs milliers de personnes, les politiques, on a une présidentielle qui arrive dans pas très très longtemps, à un moment donné les partis vont commencer à dire attends, là il y a 10, 15, 20, 30 000 personnes, on va peut-être commencer à parler un petit peu à ces gens-là. Par contre, si on continue chacun dans notre coin, je veux dire, le pari sportif ne pourra plus être, il y aura plus d'espérance de gain en France. Donc là, moi je pense que c'est à la fois les sites de paris qui ont un intérêt avant tout là-dedans, nous les parieurs qui veulent avoir une espérance de gain. Donc alors après, je sais pas qui, quoi, comment, et aussi peut-être se rapprocher de l'industrie hippique pour former un groupe qui soit le plus fort possible, une association qui soit la plus forte possible. Donc après, je sais pas s'il y a des bookmakers. Je sais que les bookmakers nous écoutent dans le coup tordu. Voilà, si un jour il y a un mec d'un site de paris sportif qui veut venir parler de tout ça dans le coup tordu, c'est promis, on n'ira pas sur les sujets qui fâchent. Si c'est
quelqu'un de BetClick, on n'ira pas sur les 40 000 euros. Il a eu ses gains ou pas, Thibaut, l'ami qui avait pris les 40 000 euros? Non, mais j'ai foi sur le fait que BetClick entende raison. Ça vaut quoi de payer 40 000 euros pour se défaire de 40 000 euros qu'ils finiront par payer en justice et d'une éventuelle mauvaise pub? Bah oui, autant les donner à MSR Prono. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était il y a 3-4 jours un parieur à MSR Prono qui a bénéficié d'une erreur de cote monumentale. Caleb Groves à 4000 sur l'étape de dimanche dernier pour son top 10. Bon, il a fini 10e, il a mis 10 euros, il a pris 40 000. BetClick refuse de payer. Mais voilà, donc promis, voilà, s'il y a quelqu'un, on est présent sur tous les réseaux sociaux, s'il y a un représentant d'un bookmaker qui a envie de venir parler de tout ça et qu'on essaye ou pas, je dis pas qu'il faut le faire, hein, j'en sais rien, hein, voilà, moi je vis pas du tout des paris sportifs, voilà, Thibaut t'as un métier, j'ai un métier, Enzo il est plus du tout dans les paris sportifs mais il a aussi un métier, donc nous on vit pas de ça, il y a pas de problème, mais voilà, simplement si on a envie de se faire respecter, se faire aussi un petit peu entendre, donc voilà, je pense que ça passe aussi par les bookmakers et là faut qu'on y aille pour une fois un petit peu main dans la main, donc promis, on n'ira pas sur les sujets qui fâchent, on fera pas, voilà, on vous recevra pas pour vous casser les burnes, mais je pense que c'est des choses dont on parlera plus profondément voilà, dès que l'automne arrive et dès que les courses s'arrêtent, Thibaut. De toute façon, je vais être honnête, c'est un mode de vie qui ne me conviendrait pas de pouvoir déjà à rien qu'entrevoir en vivre. C'est sûr. Il faut avoir déjà une sacrée rôle et c'est aussi une disponibilité, que ce soit mentale et en termes de temps, qui est trop exigeante, trop exigeante. Je pourrais pas. Mais en France, c'est absolument pas fait pour ma. Oui, non, mais que ce soit en France ou ailleurs, c'est absolument pas. Moi, j'ai pas la psychologie pour. Donc, je le sais très bien. Ah bah c'est sûr, hein, comme dit Dorado, quand tu y vas, faut que tu arrives avec ta gourde et ton couteau et puis tu pars à la guerre. Hein, donc ça peut. Ouais. Non, mais il faut avoir une disponibilité de tous les temps sur tous les sports. Hein, t'es pas obligé. En fait, pour être un bon parieur, faut même pas être un beau connaisseur des sports en question. Faut être un bon mathématicien et parfois sur certains sports aussi peut-être savoir suivre les bonnes personnes. Mais enfin voilà, c'est une disponibilité de tous les instants parce que aussi faut aller chercher les values, les erreurs tout le temps. Donc c'est trop prenant. Ah oui, ça se rapproche du taf de trading, hein, vraiment si tu veux. Mais encore une fois, ouais, c'est vraiment très très compliqué. Thibaut, on bascule sur cette 14e étape du Tour de France et je vais te laisser la main sur le parcours. Quel parcours infâme quand tu es cycliste ou quand tu ne l'es pas. Enchaînement Tourmalet, Aspin, Perresourde, des super bannières. Tu vois ça, t'es sprinter, t'as envie de te foutre en l'air. Quasiment 5000 mètres de dénivelé sur la journée, c'est faramineux, c'est monstrueux. Et puis tu sais que ça va être mené tambour battant parce que avant même d'arriver dans ces cols, va y avoir une bataille qui va être âpre pour prendre l'échappée. Et une fois qu'il y est, va falloir batailler pour prendre le plus d'avance sur le peloton parce que tu ne sais pas comment ça va réagir. Tu ne sais pas si tu n'as pas suffisamment de temps, si Tadej Pogačar est bien entouré, il pourrait faire rouler et venir la chercher très facilement. Et puis tu as cette incertitude aussi du plan Visma. Quel est le plan Visma? Quelle marge vont-ils nous laisser? Est-ce qu'ils vont nous rouler dessus, pardon. C'est une journée prise de tête, que tu sois à l'avant ou à l'arrière. Un petit mot sur la météo? La météo, elle est légère. J'ai vu, il y avait quand même 20% de risque de pluie, donc visiblement ce sera peut-être un petit peu couvert, mais ça, pas de pluie. Et puis un vent très léger, mais un vent de nord qui va commencer au nord-ouest et qui va finir au nord-est, mais qui restera majoritairement tout le temps favorable, sauf dans le col du Tourmalet, où il sera un peu plus vent de face, 3/4 face. La question que tout le monde se pose, hein, Thibaut, et t'en parles dans le podcast depuis quelques jours, la clé de cette étape, véritablement, c'est la Visma. Est-ce qu'on va avoir un GC Day ou est-ce qu'on va avoir un pic pour les échappés? Donc, très clairement, encore une fois, la Visma a la main sur cette étape. Si on a envie de venir se retester et se prendre le mur Pogačar, on va rouler et c'est Pogačar qui va gagner à 99%. Ou alors, voilà, est-ce qu'on temporise un peu en espérant qu'il tombe malade ou qu'il se passe quelque chose et on remet un petit peu la bataille dans les Alpes en laissant Jonas Vingegaard à 4 minutes de Poggi. Alors pour toi, Thibaut, quelle va être la stratégie des Visma? La même que depuis le début. On
n'abandonne pas. On a beau être à 4 minutes, on ne baissera ni la tête ni le pantalon devant Tadej Pogačar et on essaiera jusqu'au bout de le faire vaciller. Il a vécu des journées sans sur ces Tours de France. On va espérer qu'il en vive une nouvelle. Il a certes 4 minutes, mais il avait perdu 3 minutes au Granon. Il en avait perdu 9 au col de la Lose. Donc l'espoir est permis. Tout peut encore se passer. On va l'espérer. On est réaliste dans l'équipe. On le sait. Il est au-dessus. On le sait. Ce sera peut-être mission impossible, mais si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. Donc tu penses qu'ils vont pas essayer de remettre un petit peu la bataille dans les Alpes, peut-être faire un all-in sur le col, parce que là le problème c'est que s'ils se font encore contrer dans Luchon Super Bannière, c'est que là Poggi il est plus à 4 minutes, il se retrouve avec 5 minutes 30 et admettons qu'il ait on va dire un coup de moins bien dans les Alpes, voilà, faudra vraiment que ça soit une maladie. Bah du coup tu vas te retrouver avec un débours même trop important avec Poggi en défaillance quoi. Donc l'idée c'est pas a-t-il envie ? C'est la question. A-t-il envie de se remettre dans un si long raid solitaire ? N'a-t-il pas en fait maintenant pour intérêt d'achever la bête au plus près de l'arrivée ? C'est aussi ça peut-être. Et puis Jonas commence à reprendre des couleurs dans son discours et dans son chrono, donc on va espérer que Jonas rehausse le niveau, que Jonas ait un niveau plus haut que celui escompté, parce que celui vu, et plutôt se rapprocher de celui escompté, parce que à Hautacam, il était en dessous des attentes. Il n'a pas répondu à ce qu'il devait nous montrer. Donc, je pense qu'on va tabler sur ça du côté des Visma Lease a Bike, quitte à, oui, peut-être reprendre un peu de débours, mais si t'essayes pas de le faire vaciller, malheureusement, tu lui donnes directement, et ça veut dire que t'as déjà la tête à la 2e place. Alors Hautacam, hein, voilà, pour être factuel, il a grimpé Hautacam en une minute de plus que Hautacam en 2022. Donc il a été moins rapide en 2025 qu'en 2022. Après, faut tout remettre évidemment dans le contexte avec la météo, avec comment ça a roulé avant et tout. Mais en tout cas, Jonas était moins fort qu'il y a 3 ans sur Hautacam. Si il avait la stratégie était différente. La stratégie était différente. On l'a emmené sur un effort lactique avant l'attaque de Pogačar qui était faramineuse. C'est pas du tout la filière de Jonas Vingegaard, et on lui a fait monter le lactique jusqu'aux oreilles. On l'a fait littéralement péter. Est-ce que tu penses que s'il avait au départ, il cherche un petit peu à suivre Poggi dans l'histoire, s'il avait lissé son effort, est-ce que tu penses qu'il aurait pris une branlée moins forte ? Possible que si quand ça a accéléré comme ça, s'il n'avait pas dépassé son seuil de tolérance, on va dire, il aurait peut-être pu un peu gérer plus sa montée et moins perdre à la fin, parce que en fait c'est les 5 derniers kilomètres où il perd du temps. Il perd du temps sur Tadej Pogačar, il perd du temps sur Florian Lipovic, il perd du temps sur un bon nombre de mecs du paquet, quoi. Bon, moi je vais te donner mon scénario de l'étape, Thibaut. Même sur Remco Evenepoel, il perd du temps. Donc ça veut dire qu'il avait attaqué l'ascension un petit peu trop fort. Donc, moi mon scénario de l'étape, Thibaut. Donc je pense que déjà ça va batailler et il va y avoir une vraie bataille pour le sprint intermédiaire avant le col du Tourmalet. On va partir de là, les Lidl Trek, comment ils vont gérer. Si Milan est dans l'échappée, ça peut partir, mais il faudrait que Milan et Van Der Poel soient tous les deux dans l'échappée, plutôt échappée de rouleur, donc pour attaquer pour ce premier sprint intermédiaire. Du côté des UAE, moi je pense que du côté des UAE, on est du côté de Tadej, on est déjà on va dire en préparation de la Vuelta. C'est-à-dire qu'il va pas falloir, là le raid comme il a fait, c'est-à-dire le raid de 12 km, on va peut-être le revoir sur le col de la Lose, mais maintenant je pense qu'on va plutôt le voir faire des efforts de 2-3 km à l'arrivée, exactement la manière dont il a géré son Giro 2024. Il avait le Tour de France à gérer juste après, donc il a mis 2-3 grosses branlées en montagne, et puis après on avait des attaques dans les 2-3 derniers kilomètres, donc il va un petit peu gérer l'histoire comme ça. C'est voilà, je le vois de cette manière là. Maintenant pour les UAE, sauf énorme défaillance ou accident, le Tour de France est déjà gagné. Qu'est-ce qu'on peut, Thibaut, aller récupérer en plus maintenant pour les UAE ? Est-ce qu'il n'y a pas un classement que tu vois comme ça, tu vois ? Et t'en avais parlé il y a quelques jours en plus. Classement par équipe ?
Ils ont 18 minutes de retard. Ils ont 18 minutes de retard au Team Classification. On a vu Adam Yates qui s'est quand même déchiré aujourd'hui. Soler qui fait le troisième. Bon, voilà, ils ont perdu qu'une minute sur les Visma. Et on sait que 18 minutes au Team Classification, c'est pas grand chose. On sait que l'année où les Visma avaient tout raflé, Poggi l'avait très très mal vécu. Donc je pense que même ce Team Classification, en réalité, je pense qu'ils ont pas envie de leur donner. Je pense que Poggi a pas envie de leur donner. C'est pas la priorité absolue. Il a pas envie de leur donner. Donc pour moi, on va avoir un peloton qui va arriver dans le Tourmalet, pas très très loin des échappés. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir un groupe de contre qui va partir dans le Tourmalet, qui va facilement reprendre les rouleurs qui vont être à l'avant. Et alors, comme tu disais dans la preview de Vélo Futé, les Visma vont essayer de replacer Matteo Jorgensen dans le jeu. On peut avoir des attaques assez précoces de Matteo Jorgensen, sauf que UAE va jamais laisser partir. Là où je rejoins ta preview dans Vélo Futé, c'est que une fois qu'ils vont voir que ça marche pas avec Jorgensen, ils vont tenter avec Sepkus. Sepkus qui est à 29 minutes au classement général, donc ça tout le monde s'en fout. Sauf que moi, à mon avis, les UAE vont lui foutre Adam Yates dans les pattes. Et là derrière, ça va faire rideau. Je le vois comme ça. Ok, donc tu pars sur une victoire d'Adam Yates. Je pars sur une victoire d'Adam Yates. Pour Poggi, l'idée, ça va être de garder, on va dire, le plus d'équipiers autour de lui, parce qu'il y a aussi ce problème d'économiser les équipiers parce que je pense qu'il va faire festival sur la fin de la troisième semaine. Le Ventoux, c'est pour lui. Le col de la Lose, c'est pour lui. Donc le Ventoux, en plus, très facile à contrôler. Donc voilà. Donc pour moi, c'est tu vois, je veux dire, si t'as envie de mettre un mec dans les pattes de Sepkus au niveau des UAE, tu vois, je pense qu'Adam Yates a été plutôt rassurant sur le chrono. Je pense qu'ils l'ont aussi un peu réservé pour cette deuxième et troisième semaine du Tour de France. Après, il y a l'option Marc Soler, mais c'est pas. T'envoies Soler avec Sepkus, t'as pas la garantie de gagner. Adam Yates peut vraiment le taper, par contre. Je sens sceptique, Thibaut. Je suis sceptique dans le sens où, Poggi serait pas contre faire croquer un coéquipier, surtout un coéquipier qui sacrifie pour lui. On le sait, l'année dernière, sur l'étape que remporte Steinhauser, il l'avait dit, il voulait faire gagner Maïka. Mais est-ce qu'ils sont 100% confiants du fait que Adam peut aller la gagner? C'est ça le truc, c'est que honnêtement, je pense que si l'équipe veut une victoire d'étape, ils savent que s'ils roulent pour Tadej Pogačar, il y a littéralement 99,99% qui te la foutent au fond. Donc pourquoi essayer de miser sur une incertitude alors que dans l'esprit tu peux potentiellement miser sur une victoire quasi certaine ton poulain? Est-ce que ça va pas, parce que là véritablement faudrait sur Otakam, Poggi il a fait un effort de 11-12 km comme tu disais dans le space de la soquette légère. Quand Narvaez le lance, on est sur un effort de puncher vu qu'il le lance au pied de l'ascension, et t'avais entièrement raison. Là ça veut dire quand même qu'il va falloir prendre tous les équipiers, faire le Tourmalet, faire Aspin, faire Peyresourde et lâcher Poggi au plus tard dans les 5-6 derniers kilomètres de Luchon Super Bagnères. Si la Visma joue le jeu et qu'ils sont deux équipes à rouler, là je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, ça coche les cases. Mais maintenant... Le truc c'est que le début d'étape, moi je le vois pas contrôlé dans l'absolu par que les Emiratis, parce que ce que je vois, c'est que je pense on va se retrouver un peu dans un scénario à Isola 2000 où Matteo Jorgensen sera devant avec Wout van Aert. Il l'était avec Tige Bennett aussi, ils étaient quand même pas mal. Et on s'était dit à ce moment-là, l'échappée a quand même pas mal de chances d'aller au bout. Mais Matteo Jorgensen, il va peut-être emmerder de par ses déclarations Tadej Pogačar et les Émiratis qui auront pas envie de lui offrir une fenêtre de victoire. Il le laisse pas sortir pour moi. Bah ouais, mais il y a ne pas vouloir le laisser sortir et pouvoir. Et s'il sort avec Wout van Aert qui a un groupe d'avance, au pire tu le roules dessus, tu le récupères plus tard. Donc s'il est devant, il est devant. Mais tu lui fous Yates dans les pattes, il roule pas. Ouais, mais il y a aussi cette hypothèse que s'il est devant, honnêtement, et je l'ai dit dans la preview Vélo Futé, si Jorgensen est devant, est-ce qu'il y a que les Emiratis qui roulent? Non, ce que tu as dit dans la preview de Vélo Futé, clairement raison. Les Uno X roulent pour la 9e place de Tobias Allan Johannessen. C'est évident, c'est évident. C'est évident. Donc au final, les Émiratis vont trouver deux alliés de circonstance pendant une partie de l'étape, et après ils prendront le relais. Et puis après, ce sera le fameux plan Visma. Donc, t'as pas tant usé de coéquipier de ça quand c'est tes adversaires qui ont fait le travail pour toi. Au pire, ils vont quoi? De toute façon, dans tous les cas, il y a un réservoir.
Narvaez, il nous a prouvé qu'il avait un réservoir et qu'il pouvait tenir. T'as Adam Yates, il a été préservé pendant plusieurs étapes et depuis l'étape d'Otakam, il est là, il répond présent. Il a fait de la patinette pendant 11 étapes. Là, c'est bon, c'est son heure. Il est au rendez-vous et il répond présent. Est-ce que tu comptes vraiment dans la montagne sur des coureurs comme Nils Politt? Non, Nils Politt, ça va être pour maintenir le truc sur le plat, mais moi s'il y a un coup qui doit partir et aller au bout, ça peut être un coup qui part au pied du Tourmalet, hein. Ça se trouve ça va se mettre des peignets et on va avoir le groupe qui va arriver au pied du Tourmalet finalement avec pas énormément d'avance sur le peloton, hein. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais. C'est ce que je pense, mais du coup, là, c'est la question de la réaction. Qui prend le manche, combien on laisse. Honnêtement, s'il n'y a pas beaucoup, je pense que un Nils Politt peut essayer de maintenir à flot pendant quand même pas mal de temps le Tourmalet. Et il n'y a pas spécialement d'attaque. C'est trop loin. C'est trop loin pour tenter un essorage. Donc au final, ça laisse un petit tempo où le groupe de tête grappille 2 minutes. Allez, au sommet, il y a 3 minutes 30. Mais est-ce que c'est rédhibitoire pour un Tadej Pogačar pour la victoire d'étape? Non, absolument pas. Surtout qu'après, t'as des relais, potentiellement un relais un peu plus timide, voire pas du tout, de Pavel Sivakov. Mais la forme de Tim Wellens, c'est la même que Jonathan Narvaez et qu'Adam Yates. Donc, je pense qu'ils craignent littéralement de gains. Moi, en tout cas, ce que je suis quasiment sûr, c'est que quel que soit le scénario de l'étape, donc les Visma vont essayer d'en foutre un devant, plus probablement Kuss plus crédible que Jorgensen pour les raisons qu'on a citées, voilà, où ils vont réussir à en mettre un devant, mais là par contre je pense que les UAE vont leur en mettre un dans les pattes. Alors maintenant Thibaut, je te donne un scénario, imaginons que Yates se barre et qu'il se fasse reprendre par Poggi à 2-3 km de l'arrivée, qui remporte l'étape? Alors répète-moi ton... Yates se barre, d'accord, et il est repris dans le final par Poggi, il est obligé de lui laisser. Donc, oui, je pense qu'en grand seigneur, ouais, il les laisse. Ouais, donc voilà, moi je pense qu'ils ont pas renoncé au team classification. Ils ont envie de casser les couilles, jusqu'au bout à la Visma. Et encore une fois, voilà, je vous le dis à l'écoute du podcast, quand je pars sur cette analyse, je suis aussi dans la gestion parce que, je rappelle, tous les PLT qu'on a pris dans le coup tordu avant le Tour de France, Tadej Pogačar remporte le Tour de France, Tadej Pogačar remporte le maillot à poids, Tadej Pogačar remporte le maillot vert et Tadej Pogačar remporte au moins 5 étapes et il est déjà à 4. Donc ça veut dire que même s'il emporte à Luchon Super Bannière, je veux dire, moi ça me va. Et d'ailleurs, je vais vous donner un premier pari pour ce coup tordu, pour cet épisode. On m'a fait la remarque, voilà, vous êtes quelques-uns à m'avoir fait la remarque que j'avais mis un peu tous mes œufs dans le même panier, ce qui se fait pas véritablement en matière de betting. On m'a dit, oh là là, mais si jamais Pogačar se casse la gueule ou quoi, ta saison, elle est niquée. Et vous avez entièrement raison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couverture. Voilà, donc tous ceux qui ont suivi les paris, voilà, je vous conseille aussi de le faire. Donc prenez une couverture, la victoire de Jonas Vingegaard au classement général. Vous avez des cotes à 13, 0,05% de bankroll. Voilà, c'est une couverture partielle. Voilà, une petite couverture partielle, voilà, qui permettra en cas d'impondérable avec Tadej Pogačar d'amortir le choc si jamais il y a aucun pari si jamais il devait être amené à se casser la gueule comme on a vu il y a quelques jours. Après tout, en vélo, un impondérable peut être véritablement très très vite arrivé. Donc Thibaut, toi, ton pronostic, on est sans surprise, on est sur Tadej Pogačar. Malheureusement. D'accord, non, mais pas malheureusement. Non, mais attends, pour moi, malheureusement, faut pas dire ça à moi. Hein. S'il est le plus fort, il est le plus fort. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La victoire de Tadej. Alors, au niveau des cotations, on est sur combien? On est sur du 2,25, 2,5 à peu près, c'est ça? Il me semble que sur le. C'est quoi la cotation? Ouais. Il était à 2,5 même tout à l'heure. J'ai pas regardé l'update, honnêtement, mais je pense qu'il est baissé. Ouais, il est sorti à 2,5 et sur le Bookref, il est descendu à 1,90. 1,90 pour la victoire de Tadej Pogačar. Moi, la victoire d'Adam Yates, donc je l'ai pris à 40. Putain, sur le Bookref, il est beaucoup plus haut que ce que j'ai trouvé sur le marché français. Je l'ai trouvé à 43,50 sur le marché ANJ. Donc voilà, je vais refouiller un petit peu. Toi, si t'avais un pic échappé à prendre, Thibaut, t'irais sur qui? Je réfléchis à ma préférence. Un pic échappé. J'ai un deuxième nom à donner. Tu mènes à Rensman. D'accord. Ok, pas mal. Pas mal. C'est quelqu'un qui a aussi des refs. Il a toujours l'impression qu'il est un peu lourd, mais il a aussi des refs sur des cols assez longs.
en tout cas. Donc voilà, non, moi après j'ai aussi profilé un coureur, voilà, ça monte, ça descend, il y a un passage à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc je retourne un petit peu sur mes Colombiens que j'aime bien, et donc voilà, mon deuxième pick pour cette étape, ça sera Ener Rubio. Donc à chaque fois c'est de la victoire et du top 3, donc c'est 1,50€ sur une bankroll de 10 000 € pour la victoire. Les top 3 sont pas encore sortis, mais je pense que sur les top 3 on sera sur du 0,05% de bankroll, que ça soit sur Mika Storer ou sur Ener Rubio. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment en mid-bet sur l'étape, et encore une fois une victoire de Tadej ferait véritablement nos affaires. Thibaut, est-ce que tu vois d'autres noms, d'autres coureurs, des éventuels top 10, des choses qui pourraient te plaire? J'ai pas spécialement regardé, donc là, honnêtement, le truc c'est que le scénario des top 10, tu peux en avoir, mais faut aller les chercher suivant le scénario que tu anticipes, et il y en a, moi je sais pas, c'est pas encore sorti, donc je peux pas te dire. Est-ce qu'il y aurait des match-ups qui feraient de l'œil, même si de toute façon dans tous les cas, toi, les match-ups c'est fini. Bah c'est pas fini, hein. Je dis pas que je vais pas y revenir. Déjà, quand je vais y revenir, je vais revenir vraiment sur des petites cotes, mais si je vois un truc qui est véritablement flagrant, mais alors, le problème c'est que les derniers, je suis quand même sur une série de 16 défaites de suite sur les match-up, hein. J'ai fait une Gilou, il a un record, vous allez voir Gilou sur son compte X, son compte Twitter. Je crois que Gilou, lui, c'était du cyclocross, il avait 16 match-up d'affilée qui avaient été gagnés. Moi, j'ai fait une Gilou inversée, en fait. Voilà, 16 perdus à la suite. Je crois que j'en ai pas passé un depuis le mois de janvier. C'est complètement, et pas que sur de la déchatte, hein, vraiment sur des mauvaises analyses, sur des mauvais match-up, sur des... Et c'est vraiment en tout cas un domaine sur lequel voilà, j'ai un visuel depuis 3 ans et demi, où je suis vraiment perdant. C'est-à-dire sans les match-ups, j'aurais une bankroll qui serait beaucoup. Et c'est pour ça, voilà. Pardon. Oui, j'étais en train de bailler, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Non, moi non plus. Non, c'est puis en plus sur le Tour de France, souvent sur les match-up, là où il y a des erreurs à faire, c'est plutôt, on va dire, sur les petites courses, quand on se retrouve sur... Tu sais, à chaque fois, c'est bien profilé, tu vois, Higuita contre Rubio, on a 2 mecs à peu près du même type, Kuss contre Simon Yates, ça aussi, c'est plutôt bien, tu vois, Roglic contre Félix Gall, c'est aussi assez bien vissé, donc non, c'est plutôt... dans l'ensemble, c'est plutôt assez bien foutu. Bon, bah écoute Thibaut, on va passer au... Ah, tiens, juste avant le rappel des pronostics, on va offrir, je l'avais promis, on va offrir une petite carte sur Side Limit. On va offrir, hop, tac, je vais ouvrir mon petit truc. Donc, très sympa d'ailleurs, hein, alors c'est sur l'appli Side Limit, hein, allez dans le Discord de Side Limit pour pouvoir tester, là c'est en version bêta, mais il y a une fantaisie tous les jours sur les étapes du Tour de France. On mélange les cartes avec les cartes des coureurs du Tour de France. Il y a une petite règle qui est sympa. Moi, sur les 5 premières étapes, j'ai pris une Ligue 1. Donc ça fait 10 balles, c'est toujours sympa. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit, notre jeu de sans fantasy où on joue avec ces NFT. Alors je suis en train de chercher mon appli pour faire les tirages au sort. Et pour ceux qui passent par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, voilà, il y a des petites rewards bonus à gagner. Alors je vous dis la carte que je vais vous offrir. Alors c'est un coureur qui est pas souvent dans les courses sur Side Limit, mais qui va être très bientôt dans une course sur Side Limit, et une course dans laquelle il performe très souvent parce qu'il l'a déjà remporté 2 fois. On l'a déjà reçu dans le podcast, dans le coup tordu. C'est Steph Bennett. J'ai vu sur ce travail il y a quelques jours, il s'entraînait en Martinique, donc il va disputer le Tour de Guadeloupe qu'il a remporté en 2021 et en 2022, notamment une année devant un certain Alexis Brunel. Il avait retourné le classement général. Donc la carte de Steph Bennett qui vous servira sur le Tour de Guadeloupe, et c'est la filoutoise, voilà, la filoutoise qui repart avec la carte de Steph Bennett. Donc voilà, la filoutoise qui pourra l'utiliser sur le Tour de Guadeloupe. Et donc pour intégrer les prochains petits tirages au sort, on en refera dans le podcast évidemment. Vous passez par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc Thibaut, rappel des pronostics. Eh ben moi je parle sur une victoire offerte par les autres équipes à Tadej Pogacar. La cote donc à 1,90 au moment où on se parle, mais je pense que vous pouvez Pourquoi refuser une victoire qu'on t'offrirait, hein. On rappelle quand même les déclarations aujourd'hui de Tadej Pogacar. S'il y a une opportunité de remporter une étape, nous y irons. Je ne suis pas là pour me faire des amis, ni même des ennemis. J'ai pas vraiment envie de me faire des ennemis. Mais dans tous les cas, après ma carrière, je ne parlerai plus à 99% du peloton. Donc, je serai entièrement focus sur mes amis proches et ma famille. Voilà. Je
pense que on a annoncé la couleur. Si on peut prendre, on verra, et on le verra en équipe suivant la forme des gars. Il a aussi dit. Donc, Voilà. soyez pas surpris, hein. Bah Soyez ouais, pas surpris. C'est un ogre, il veut tout gagner. Il a bien de tout gagner. Pourquoi s'en priver? Et puis aussi, on rappelle, hein, et on l'a pas dit. On n'est pas dans les petits papiers, hein. On connaît la propension et les valeurs de potentiel salaire, mais on n'est pas sur les clauses. Et on ne sait pas si du côté des Emiratis, il y a des clauses en cas de nombre de victoires dans l'année, en cas de nombre de points UCI récoltés, en cas de nombre de victoires de Tadej Pogačar à l'issue de l'année, hein, aussi, hein. Parce que quelque part, on peut en faire le meilleur coureur de tous les temps, donc on ne sait pas si les coureurs ont une petite rétribution financière. Déjà, on sait que Tadej Pogačar partage les primes avec ses coéquipiers sur le Tour de France. Donc, plus il gagne, plus la cagnotte est élevée, plus il y aura à manger. Donc voilà. L'appétit vient en mangeant pour Tadej Pogačar, mais aussi pour ses coéquipiers. Il y a un coureur, hein, ça se voit que c'est Monsieur Pognon. Alors ça faudra qu'on en parle un jour, hein. Il est pas sur le Tour de France, hein. Mais comment ça se voit, il court, tu sais, comme le mec que tu vois dans les kermesses ou dans les courses de 3e, 4e catégorie, le mec qui se fout complètement du résultat final et qui va courir les bons d'achat à 20 balles, à 30 balles, à 50 balles. Driss de Bond, c'est flagrant, quoi. Flagrant. Le mec, quand il y a une prime, quand il y a un sprint, mais laisse tomber, quoi. Le gars, s'il y a 50 balles à prendre, le mec, c'est un mort de faim, quoi. Je pense que Driss de Bont, si t'as envie de gonfler les primes de ton équipe, c'est vraiment le mec à avoir, je suis sûr. Jackie Durand, des fois, il en parlait sur Eurosport. Il disait que tout le temps, dans toutes les équipes dans lesquelles il a été, il y avait toujours un mec qui, le matin des courses, comptait un petit peu les primes, regardait ce qu'il y avait à prendre et, tu vois, un petit peu l'expert comptable. Mais moi, je suis sûr que Driss de Bont, mais j'observe ça depuis 2-3 ans, mais il est trop comme ça. Et encore une fois, c'est pas une critique, hein. C'est coureurs cyclistes professionnels, c'est un métier, ils sont là pour gagner leur vie et pour nourrir leur famille. Non, mais les déclarations de Poggi, Thibaut, moi ça, tu vois, il dit on va voir avec l'équipe, nous allons essayer de gagner, donc ça c'est pas incohérent pour moi avec la victoire d'Adam Yates, hein. Donc voilà, donc s'ils sont un peu en gestion des équipiers et qui veulent se replacer au Team Classification, donc la victoire d'Adam Yates, 43,5, 0,0, 15% de bankroll, donc 1,50€ sur une bankroll à 10 000 €. Je rajoute Ener Rubio, donc pareil, hein, même mise. Je couvre avec des top 3 à 0,05% de bankroll. Et je rajoute également, encore une fois, la couverture Jonas Vingegaard qui remporte le Tour de France à 13 ou à 14, je sais plus, 0,05% de bankroll. Encore une fois, couverture par rapport à tous les pics qui ont été pris sur Tadej Pogačar. Si jamais il y a un impondérable, on n'a pas non plus envie de se croûter, sachant qu'on a quand même un paquet de PLT qui sont hyper bien partis sur ce Tour de France. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Et puis donc ta preview sur Vélo Futé, Twitter X à Thibaut Chambre. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Twitter de Thibaut alias Latib. Enzo, analyste Phoenix, ses previews à retrouver sur son site The Big Gear, hein. Enzo qui pouponne son deuxième petit garçon qui vient d'arriver à la maison, mais il continue ses previews écrites sur son site The Big Gear. Et puis le coup tordu, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, voilà, toujours content de lire vos messages, d'avoir vos retours sur l'émission, sur YouTube également, voilà, petits commentaires sur Apple Podcast aussi, sur Spotify, qui font toujours super méga plaisir quand ça met du 5 étoiles. Ça fait aussi toujours méga plaisir. Donc voilà, puis on se retrouvera demain pour l'analyse de la 15e étape. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi.